Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Merci d'être notre invité en direct aujourd'hui sur Sud Radio. Alors tout d'abord, jouer les tours. 3 policiers hier blessés à jouer les tours. Le forcené était un jeune de 20 ans, originaire du Burundi, converti à l'islam. L'agresseur a crié « Allah Akbar » jusqu'à son dernier souffle. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà dire qu'il s'agit d'un acte terroriste ? Et surtout, est-ce que ça vous inquiète ? Je pense à l'évidence que c'est un acte terroriste, oui. Que c'est un acte terroriste lié à l'islamisme radical. Et bien évidemment que ça m'inquiète. Enfin, déjà, je suis atterré de voir ce qui s'est passé, de voir que désormais, même, on n'est même pas là, je veux dire, dans un coin forcément sensible, on est dans un commissariat de jouer les tours, voir ce qui peut se passer et de voir que le combat de la République française contre l'islamisme, l'islam radical n'est pas mené. Il n'est pas mené. Je veux dire, il devrait prendre plusieurs formes, que ça passe par un renforcement des moyens de renseignement, une surveillance des prêches dans les mosquées, la mise à l'écart, c'est-à-dire le renvoi en dehors de la France des imams étrangers qui ont des propos radicaux. Il y a quand même une surveillance aujourd'hui. Un volet sur l'immigration également qui n'est pas mis en place. Florian Philippot, il y a des hommes du renseignement qui enquêtent aujourd'hui sur ces filières djihadistes. Il y a des hommes du renseignement, oui, mais de moins en moins, avec de moins en moins de moyens, premièrement. Et deuxièmement, tant qu'on n'aura pas changé de point de vue au plus haut sommet de l'État sur cette question-là, et qu'on ne se dira pas, il y a un énorme problème avec l'islamisme, avec le fondamentalisme islamique, et qu'on ne voudra pas le prendre à bras-le-corps, je ne sais pour quelle raison d'ailleurs. Parce que... C'est la manque de moyens de police pour lutter contre le djihad, ou c'est la manque de sanctions selon vous ? C'est le manque de moyens, manque de sanctions, et puis en amont, on ne fait rien. C'est-à-dire qu'il faudrait que la France, déjà, premier principe de base, puisse maîtriser ses frontières, puisse savoir qui rentre sur son territoire national. Et ça suppose de sortir de Schengen, ça suppose de mettre fin à l'immigration. L'immigration légale, vous savez, on veut la passer de 200 000 entrées légales par an à 10 000 par an, donc réduire de 95%, mettre fin à l'immigration clandestine. Et se donner les moyens de lutter en interne contre le communautarisme, contre l'un de ses volets les plus violents, c'est-à-dire l'islamisme radical. Et je l'ai dit notamment, tant qu'on ne mettra pas en place des mesures de bon sens comme le renvoi chez eux des imams radicaux, la surveillance des prêches dans les mosquées et la lutte contre le phénomène djihadiste, parce que ce monsieur avait un frère, lui bien connu de l'antiterrorisme et qui était suspecté de vouloir partir faire le djihad en Syrie, ce qui prouvait qu'il y avait un environnement autour de lui. Ce phénomène djihadiste, il n'est pas pris en compte suffisamment. Nous avons proposé, vous le savez, la déchéance de la nationalité française pour les djihadistes binationaux. Florian Philippot, on va dire un mot d'économie. La BCE, la Banque Centrale Européenne, prévoit une inflation négative en 2015. Une inflation négative, c'est la baisse des prix. Est-ce que vous êtes pour la baisse des prix, Florian Philippot ? Ça sonne bien comme ça. Quand on entend la baisse des prix, on se dit je vais avoir un pouvoir d'achat plus important. Sauf que généralement, quand on rentre dans une spirale déflationniste, parce que c'est le cas, et ça risque d'être le cas, c'est baisse des prix, mais c'est aussi à terme baisse des salaires, et baisse des pensions, et baisse des retraites. Et en réalité, personne n'est gagnant. On rentre dans une spirale de déflation, comme l'a connu le Japon, par exemple. Le Japon a connu ça, et c'était très mauvais. Vous la craignez, la déflation ? Oui, je pense que c'est le résultat de la politique d'austérité, tout simplement. On n'y est pas encore en déflation. On n'est pas encore en déflation, mais c'est le résultat de la politique d'austérité. Vous savez, une économie saine produit un peu d'inflation. C'est comme ça qu'on voit. C'est un indicateur de bonne santé économique, c'est qu'il y a un petit peu d'inflation. L'inflation n'est pas mauvaise, parce que généralement, elle s'accompagne d'une hausse des salaires et des pensions qui va avec, et un enrichissement de la société en général. Mais là, le fait que le vieux continent, la zone euro en particulier, soit non seulement presque en récession et presque en déflation, c'est très mauvais signe. Ça veut dire que tous les moteurs économiques sont en train de s'éteindre. Et si tous les moteurs économiques s'éteignent, ils étaient déjà pas bien vaillants, vous allez me dire, mais ils s'éteignent, le peu d'énergie qui subsistait est en train de s'éteindre, ça signifie l'arrêt complet de la machine économique et donc encore plus de chômage, encore plus d'inégalités et encore moins d'industrie. Sauf que ça, on n'y est pas encore, Florian Philippot, puisqu'une déflation, c'est une inflation négative sur plusieurs trimestres. Or, le vice-président de la BCE, le portugais Victor Constâncio, a été très clair sur le sujet. L'inflation négative ne durera qu'un seul trimestre. Vous n'y croyez pas ? Excusez-moi, je suis extrêmement dubitatif vis-à-vis de toutes les prévisions qui viennent de la zone euro parce qu'elles ont toujours été fausses, systématiquement, et beaucoup trop optimistes. Aujourd'hui, on voit que l'Allemagne est en panne. Nous avions prévenu, l'Allemagne n'est pas un modèle, contrairement à ce qu'on nous avait dit. Aujourd'hui, l'Allemagne est en panne, l'Italie plonge. En Grèce, ils sont en train d'élire leur président de la République.
La Commission européenne et les marchés financiers ont tellement peur que ce soit pas le bon candidat, entendez le candidat des marchés, le candidat de la Commission européenne, lui-même ancien commissaire européen qui soit élu, que des députés là-bas ont fait savoir qu'ils avaient reçu de l'argent, 2 millions d'euros pour qu'ils élisent le bon candidat à la présidence de la République. Donc on voit que ce système, la zone euro, qui est un système d'économie idéologique, avec la monnaie unique, avec l'ouverture totale des frontières, avec le refus du patriotisme économique, nous conduit droit dans le mur. Et il est temps de changer radicalement de politique si on veut éviter à la fois la déflation et la récession. Florian Philippot, vous dites que c'est de la faute de l'austérité. Alors il pourrait y avoir des mesures exceptionnelles d'assouplissement quantitatif. Concrètement, l'assouplissement quantitatif, c'est l'équivalent de la planche à billets au niveau européen pour relancer l'investissement. Vous y êtes favorable ? Non, mais ça, c'est inspiré de la politique américaine, quantitative easing. On peut avoir une politique monétaire plus souple, à condition qu'à côté, il y ait les conditions du développement de l'économie réelle, parce que sinon, vous alimentez une bulle financière, bien évidemment. Si à côté, vous n'avez pas les conditions de la réindustrialisation, de la relance des PME, des petites entreprises et de l'économie réelle, alors il ne faut pas s'engager dans ce genre de politique. Moi, je suis favorable à ce que la France retrouve sa monnaie nationale, premièrement, parce qu'on ne peut pas piloter efficacement son économie si on n'a pas le volant, si vous voulez. Et le volant, c'est notamment, c'est le budget, mais c'est aussi la monnaie. Et il faut une monnaie beaucoup plus adaptée à notre économie. L'euro ne l'est pas du tout. Le volant, on peut l'avoir à plusieurs, Florian Philippot. Si vous l'avez à plusieurs et que vous n'allez pas dans la même direction sur le volant, vous allez droit dans le mur. Voilà, c'est le crash, c'est l'accident. Et c'est exactement ce que connaît la zone euro. Non, il faut que chaque nation ait son propre volant parce qu'une politique monétaire est adaptée à une nation, à une situation économique bien précise. Et vous savez, ce que je dis n'a rien d'extraordinaire. 95% des pays du monde, je le rappelle quand même, ont leur monnaie nationale. L'anomalie, c'est l'euro. L'anomalie, c'est la monnaie unique. Mais il y a beaucoup d'anomalies dans la zone euro. C'est pour ça que c'est aujourd'hui la zone qui connaît le moins de croissance dans le monde. C'est aussi celle qui refuse le protectionnisme face à la concurrence déloyale. C'est aussi celle qui refuse qu'on aide nos PME dans les marchés publics. Ce sont les dogmes de l'Union européenne. Ça fait très longtemps, Florian Philippot, qu'il y a des accords internationaux pour refuser le protectionnisme. Sauf que quand il le faut, les États-Unis, vous savez, l'OMC permet des taux jusqu'à 35%. Des taux des droits de douane, c'est légal ça aussi. Et les États-Unis le font, le Canada, la Russie, le Japon. Pourquoi la France ne le fait pas? Florian Philippot, vous nous dites, si on continue comme ça, on va droit dans le mur. L'INSEE montre pourtant que la croissance repart légèrement, prévision de 0,3% aux 2 premiers trimestres de 2015. Est-ce que finalement, ce n'est pas les premières retombées de l'action du gouvernement ? Excusez-moi, d'abord, 0,3%, c'est extrêmement faible. Même le président de la République a été obligé de dire que ça ne suffirait de toute façon pas à faire diminuer le chômage, ce qui est quand même l'objectif principal. Permettez-moi là aussi de douter parce qu'on nous a promis l'inversion de la courbe, le retournement de tendance, le retour de la croissance. On nous a dit que la crise était derrière nous. Combien de fois on nous l'a dit ça ? On nous l'a dit 10 fois, 15 fois. Il faudrait recompter, il faudrait reprendre les articles de presse sur ces 5 dernières années et voir combien de fois on nous a fait les mêmes promesses qui sont fausses. Florian Philippot, là, ce n'est pas un responsable politique qui parle, c'est l'INSEE. Oui, c'est à peu près la même chose, excusez-moi, mais la même INSEE qui nous expliquait que les prix n'avaient pas augmenté lors du passage à l'euro. Donc, permettez-moi là aussi de douter. Mais même si c'est vrai, même si on a 0,3% de croissance au prochain trimestre, mais c'est nul. C'est très mauvais. Ça n'est pas ça qui relance l'économie. Vous savez, les mêmes causes entraînent les mêmes effets. Si on poursuit avec la même politique, si ceux qui sont au pouvoir, soi-disant en France et dans les autres pays de la zone euro, n'ont en réalité pas les manettes, sont en réalité des marionnettes dans les mains de la Commission européenne et des marchés financiers, il est évident qu'ils sont obligés de faire de la com, mais que rien ne changera. Donc il faut changer radicalement de politique. Moi, je dis redonner des armes à la France dans la mondialisation sauvage. On en a parlé, la monnaie, le budget, le patriotisme économique, et puis soutenir massivement nos petites entreprises. Et ça, je crois que ça devrait être l'urgence. Elles croulent sous les impôts et les taxes, alors que les grandes entreprises, les meilleurs amis du pouvoir, elles ne payent quasiment pas d'impôts sur les sociétés. Je crois qu'il faudrait inverser cette proportion. Peut-être alors que vous soutiendrez la loi Rebsamen qui vise à revoir les seuils sociaux, mais ça, on en parle justement tout à l'heure. Un peu différent. Je voudrais surtout d'abord l'impôt sur les sociétés progressif. Ça serait une première exigence qu'on pourrait mettre en place tout de suite. Le brunch politique Sud Radio. Louis Morin. Le brunch politique en direct avec Florian Philippot. Florian Philippot, la légalisation du cannabis, elle pourrait permettre de rapporter jusqu'à 2 milliards d'euros par an. C'est le groupe de réflexion Terra Nova, proche du Parti socialiste, qui avance ce chiffre. Alors, est-ce qu'il faut légaliser le cannabis ? Bon, déjà, regardons qui dit ça. Bon, c'est effectivement le think tank Terra Nova. C'est un think tank
proche du Parti socialiste et proche de certaines grandes entreprises aussi. Il suffit de regarder qui parraine ce think tank, c'est sur leur site internet. Donc on comprend tout quand on voit ça. Non, bien sûr que non. Vous savez, c'est le même think tank qui nous disait que le Parti socialiste devait abandonner les catégories populaires pour se tourner vers un agrégat de minorité. Vous voyez, donc on voit bien l'idéologie derrière Terra Nova. Non, j'y suis extrêmement défavorable. Je considère qu'il n'y a pas de drogue douce. Il n'y a que des drogues et que le cannabis, on le sait bien, peut avoir des effets tout à fait délétères et extrêmement dangereux sur la santé, notamment des adolescents. Et par principe, d'abord, parce qu'une drogue, ça ne se légalise pas, une drogue, ça se combat. Et je ne suis donc défavorable à toute forme de légalisation. Et par ailleurs, je trouve que cet argument financier, d'abord, est faux, parce qu'ils n'ont pas pris en compte les coûts qui seraient engendrés par cette légalisation, et ensuite, tout à fait immoral. Enfin, je veux dire, tout n'est pas affaire d'argent. Il y a aussi parfois des politiques publiques qui ont un autre objectif que l'argent. Florent Philippot, vous parlez des dégâts sur la santé, et notamment vis-à-vis des adolescents. Un des arguments phares de Terra Nova, c'est de dire, si on légalise, ça permettra de mieux encadrer la consommation du cannabis. Mais est-ce que Terra Nova est conscient de ce qu'ils disent ? Est-ce que Terra Nova sait ce qu'est une drogue ? Est-ce que Terra Nova sait qu'il y a souvent un chemin de drogue, qu'on commence par telle ou telle drogue et qu'on continue par d'autres drogues ? Alors ces autres drogues, on doit aussi les légaliser ? C'est ça ? On doit tout faire rentrer dans le champ du marché ? Sous prétexte que c'est consommé. Mais je veux dire, il n'y a pas de limite à cela, à ce raisonnement-là. Je veux dire, la meilleure manière d'aider nos adolescents et les autres qui se droguent, ça n'est pas de leur dire faites-le mais de manière légale. C'est de faire en sorte que les sanctions soient suffisamment dissuasives. C'est de faire en sorte de lutter contre les réseaux. C'est là aussi de retrouver la maîtrise de nos frontières, parce qu'on voit bien des effets délétères de la non-maîtrise de nos frontières au sein de l'Union européenne et vis-à-vis de l'extérieur aussi. Il y a aussi du cannabis qui pousse en France, Florent Philippot. Non mais d'accord, mais il y en a aussi beaucoup qui viennent pas de France, et je pense que la non-maîtrise des frontières a fait aussi exploser les trafics. On le sait bien. Alors voilà, ça c'est une politique publique conséquente, et que Terra Nova aille sur ce genre de terrain-là, sûrement pour faire la courte échelle au Parti socialiste, mais aussi à d'autres à l'UMP, parce qu'il n'y a pas qu'au Parti socialiste qu'on est pour la légalisation. Il y a aussi certaines voix à l'UMP qui sont favorables. Pas beaucoup. Oui, mais elles s'exprimeront quand il faudra, vous verrez. Vous craignez également que ce soit le projet caché du gouvernement. C'est justement l'UMP, par la voix de Bruno Béchiza, qui déclare cela. Il est tout à fait possible que le gouvernement veuille nous entraîner sur un nouveau sujet sociétal, bien sûr. Qu'on nous fasse débattre du cannabis, comme ça on ne parlera pas du reste pendant ce temps-là. Comme ça on ne parlera pas du chômage, comme ça on ne parlera pas de l'Europe, on ne parlera pas des nouveaux transferts de souveraineté, on ne parlera pas d'élargissement vers la Turquie qui se prépare, on ne parlera pas du traité transatlantique, on ne parlera pas de l'immigration et du communautarisme, on ne parlera pas du laxisme, etc. Bien sûr qu'il est possible que le gouvernement veuille nous entraîner pendant 5, 6, 7 mois sur ce genre de sujet, alors que personne ne le réclame et que c'est plutôt une mauvaise chose. Oui, c'est possible, ça fait partie de la stratégie de diversion classique des gouvernements en place. Autre sujet de société, Florent Philippot, celui-ci, un bon nombre le réclame, c'est le débat sur la fin de vie. Une nouvelle loi en 2015 sur la fin de vie. Selon un sondage IFOP Paris Match, 88% des Français sont favorables à l'autorisation de l'euthanasie active pour les personnes en fin de vie. Est-ce que vous aussi, vous y êtes favorable ? C'est un sujet qui est très compliqué, qui est très sensible. Vous savez, je pense que les sondages ne sont pas forcément les meilleurs instruments sur ce genre de questions, parce que quand on répond à une question aussi compliquée, on ne sait pas forcément, et les Français ne sont pas coupables, mais on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière les termes, très exactement. Nous sommes favorables au maintien de la loi Leonetti, qui nous semble être un bon équilibre, maintien tel qu'il est. Il y a sûrement une chose à faire en France, et c'est de développer une culture des soins palliatifs. Là, on a beaucoup de retard par rapport à d'autres pays avancés comme la France. Développer les soins palliatifs, je pense que c'est ça la première urgence à mettre en place en France. Et sinon, en rester à la loi Leonetti. Je sais qu'il y a d'autres débats sur la sédation profonde et continue, comme on dit, que certains médecins y sont favorables, d'autres ont plus de doutes. Florent Philippot, c'est l'équivalent des soins palliatifs. La sédation profonde. Non, c'est autre chose. N'est ni plus ni moins qu'un coma artificiel. Mais vous savez, dans d'autres pays, les soins palliatifs ne sont pas vécus simplement comme une fin de vie. Ils sont là simplement pour les soins palliatifs, c'est soulager la douleur, mais pas forcément d'ailleurs en fin de vie. Enfin, en tout cas, ça devrait être cela, une culture des soins palliatifs. Et je crois que c'est sur ce volet-là qu'il faut avancer. Ça suppose effectivement aussi d'arrêter de saccager notre hôpital public. Et ça, c'est une autre question, mais je pense que les questions sont liées et qu'on ne peut pas faire l'une sans l'autre. Vous savez, quand on parlait d'austérité, c'est pas simplement un mot, c'est pas que des chiffres du PIB, ce sont des conséquences concrètes. Les Grecs l'ont vu et le voient encore malheureusement. Ça veut dire moins de soins, moins de moyens pour la médecine publique notamment, moins de moyens pour l'hôpital. Et bien évidemment, moins de moyens aussi pour les soins palliatifs. Donc pas de possibilité de sédation profonde pour les malades en fin de vie pour vous ?
Non, en tout cas, c'est un débat que nous pouvons avoir, mais nous sommes favorables, nous, au maintien de la loi Leonetti telle qu'elle l'est aujourd'hui, et d'avancer sur d'autres terrains qui nous semblent plus importants et plus urgents, en tout cas aujourd'hui, notamment les soins palliatifs. C'est assez flou. Non, c'est pas flou, je pense pas. Je pense que c'est très clair. La loi Leonetti, pour le coup, elle existe, et il me semble il faut d'abord l'appliquer. Anne Hidalgo demande la régularisation de 500 clandestins à Paris. Elle explique qu'il y a trop de sans-papiers qui n'ont pas de toit. Est-ce que ça peut être un argument recevable ? Je veux dire, je ne sais pas si Mme Hidalgo se rend compte de la bêtise de ce qu'elle dit. Parce que elle invoque comme argument l'engorgement des dispositifs d'hébergement d'urgence. Donc, il faut régulariser. Comme ça, ils ne seront plus dans les hébergements d'urgence. D'accord. Bon, ils seront où ? On ne sait pas, premièrement. Deuxièmement, mais il est évident qu'en régularisant les clandestins, elle crée un appel d'air. Elle crée un appel d'air. Parce qu'évidemment, on se dira, il faut aller en France, on est régularisé. Donc, de nouveaux clandestins viendront dans ces fameux dispositifs d'hébergement d'urgence. Donc, Mme Hidalgo, dans 6 mois, nous dira, c'était pas suffisant, il fallait pas en régulariser 500, il fallait en régulariser 5000. Et puis 50 000, etc. Et on voit bien que c'est sans limite. Plus on régularise, plus on fait venir de nouveaux clandestins. Donc, plus on crée un appel d'air à l'immigration clandestine. Quelle est la solution pour vous ? Il faut refuser les sans-papiers des dispositifs d'hébergement d'urgence ? Il faut supprimer la possibilité de régularisation dans le droit français pour envoyer un signal très fort aux filières d'immigration clandestine qui ne rendent pas un service non plus aux clandestins. Parce que je peux vous assurer que quand ils viennent en France, ils se retrouvent pas dans des conditions paradisiaques, bien évidemment. Alors justement, sur la question de l'hébergement d'urgence. Donc mettre fin à la régularisation dans le droit français, alors que, je le rappelle, aussi bien sous Nicolas Sarkozy président que sous François Hollande président, nous assistons à 30 à 40 000 régularisations de clandestins par an. Mais ça crée un appel d'air, ce qui fait qu'il y a de plus en plus de clandestins en France. Et puis réformer l'asile. Réformer l'asile parce que c'est la filière principale d'immigration clandestine aujourd'hui. Sur la question de l'hébergement d'urgence, est-ce qu'il faut continuer à l'ouvrir aux sans-papiers ? Non, il faut commencer. Je vous ai dit, il faut mettre fin d'abord à l'immigration clandestine. Oui, mais une fois qu'ils sont là, une fois qu'ils sont en France, est-ce qu'on leur ouvre les dispositifs d'hébergement d'urgence ? C'est l'argument budgétaire d'Anne Hidalgo. S'ils sont en situation illégale, leur seul devenir, c'est de rentrer dans leur pays, d'être renvoyés, reconduits dans leur pays. Donc on ferme les dispositifs d'hébergement d'urgence aux clandestins. Ils enfreignent la loi. Voilà. Et des personnes en France qui ont des problèmes de logement, il y en a des millions, notamment des millions de Français, de familles françaises qui attendent un logement social d'urgence. Et c'est à eux et c'est à ces familles-là qu'il faut penser. Parce qu'on n'a pas de raison d'avantager ceux qui sont en infraction vis-à-vis de la loi. Parce que je rappelle qu'un clandestin est quelqu'un qui a violé la loi française. Florian Philippot, on fait une courte pause, on se retrouve dans un instant pour la suite du brunch politique. Le brunch politique. Sud Radio. Le brunch politique en direct avec Florian Philippot. Robert Ménard peut finalement garder sa crèche, du moins temporairement. Est-ce que c'est une petite victoire pour le FN ? C'est surtout une victoire, je crois, pour la République française et pour une laïcité intelligente. Voilà. Nous l'avions dit dès le départ, une crèche, d'autant plus dans le sud de la France, au-delà de l'aspect culturel, c'est d'abord culturel, ça fait partie des traditions. Je ne voyais pas très bien où était la polémique et où était le problème. Les Français non plus, manifestement, puisqu'ils étaient très majoritairement pour le maintien de ces crèches. Je suis heureux qu'un juge ait pu avoir à faire appliquer ce principe de bon sens. Et pour autant, il y a quand même l'interdiction de la crèche du Conseil général de Vendée. Oui, c'est une contradiction. Si on l'autorise à la mairie de Béziers, on doit pouvoir l'autoriser au Conseil général de Vendée. Sauf qu'en réalité, ça n'a pas tout à fait été autorisé à la mairie de Béziers. C'est le tribunal administratif qui s'est déclaré incompétent pour juger en référé. Oui, et considérant qu'il n'y avait pas d'urgence. Voilà. Ce qui était déjà quand même une forme de réponse aussi juridique. Mais je pense que il y a une loi en France sur la laïcité, mais je veux dire, on l'a toujours appliquée avec intelligence. Le problème aujourd'hui, c'est le point de vue de l'application des principes de laïcité, il n'est pas là. Il est sur d'autres questions communautaires qu'on connaît bien. Vous savez, aujourd'hui, les fêtes du calendrier sont calquées sur le christianisme, bien évidemment. Les vacances scolaires aussi. Certains demandent sa remise en cause. Nous sommes d'ailleurs en 2014 et bientôt en 2015 après Jésus-Christ, et personne ne se dit que c'est contradictoire avec la laïcité. Ça fait partie de la culture française. Certains demandent la remise en cause de certains jours fériés.
Oui, mais ce sont des gens qui ne comprennent pas ce qu'est la France. La France, je veux dire, a une histoire chrétienne et catholique plus particulièrement. C'est un fait, c'est un fait culturel, historique, très ancien, et ça fait partie de l'identité française. Et ceux qui ne comprennent pas cela ou veulent pas le comprendre, bien, sont dans une forme d'ayatolisme qui idéologique qui n'est pas acceptable. Florian Philippot, en revanche, il est autorisé d'organiser un grand événement pour le début du Ramadan dans les salons de la ville de Paris. Ça vous choque ou pas ? Mais là, on n'est pas dans le domaine de la tradition. Et c'est d'autant plus si la justice, je ne sais pas s'il y avait une décision de justice pour le coup sur cette affaire-là. Elle n'avait pas été saisie. Voilà, la justice n'avait pas été saisie, mais je pense qu'elle n'aurait pas accepté pour le coup, notamment que ce soit financé par le contribuable. On n'est pas dans le domaine de la tradition. Vous la saisirez ? Je ne sais pas si là-bas, si nos élus, enfin en tout cas on n'a pas encore d'élus à Paris, mais si nos responsables peuvent éventuellement saisir la justice sur ce genre d'affaires, pourquoi pas ? Je ne sais pas, c'est à eux de voir. Moi je ne suis pas pour créer les conditions du conflit, je suis là pour créer les conditions du rassemblement des Français sur des principes clairs et évidents. Voilà. Et beaucoup de nos compatriotes musulmans comprennent aussi, bien sûr, que la France est tradition chrétienne, mais qu'elle est laïque en même temps, et que ça n'est pas contradictoire. Et ce que je dis là est partagé par l'immense majorité des Français, et j'en suis heureux. Mais il est évident qu'il y a des choses qui relèvent de la tradition parce que ça fait des siècles que c'est ainsi, et d'autres événements qui ne relèvent pas de la tradition ou du culturel, mais c'est une évidence aussi que de le dire. Concrètement, Florian Philippot, si je résume, si c'est chrétien, si c'est catholique, ça relève de la tradition, ça relève du culturel, et si c'est une autre religion, à ce moment-là, c'est cultuel. Non, que la tradition en France soit plutôt chrétienne, c'est une évidence, mais ce que vous dites n'est pas tout à fait vrai. Par exemple, je n'accepterais pas qu'on mette des crucifix dans des classes publiques, mais dans l'école publique. Je pense que ça serait contraire à la laïcité, parce que ça relève d'aucune tradition française. Ça, je pense que ce serait pas acceptable. Voilà, donc vous voyez que c'est pas une question simplement de religion, c'est une question de tradition française et de culture française et d'application intelligente de la laïcité. Éric Zemmour viré Paris Télé. Est-ce qu'Éric Zemmour a été trop loin dans ses propos ? Éric Zemmour, excusez-moi, d'abord, on lui a fait une chasse aux sorcières. C'est-à-dire qu'on a inventé des propos qu'il n'avait pas tenus pour le disqualifier. Ce ne sont pas des méthodes. En tout cas, ça démontre la vacuité idéologique et en termes d'argumentation de ses opposants, qui sont obligés de lui faire tenir des propos qu'il n'a pas tenus pour essayer de le discréditer. Ce qui prouve qu'eux, ils sont à bout d'arguments. Vous savez, moi, j'ai horreur des phénomènes de meute. J'aime pas les phénomènes de meute. Or, on a assisté depuis quelques jours à un phénomène de meute contre Éric Zemmour. Je veux dire, Éric Zemmour, c'est une voix dans le débat intellectuel français, dans le débat journalistique aussi d'ailleurs, et cette voix mérite d'être entendue. En tout cas, les Français se tournent massivement vers lui, puisque son livre bat tous les records de vente. Plus de 400 000 ventes. Exactement. Mais on va tout de même redire un mot sur ses propos exacts, parce qu'on va les rappeler. Mais alors, que faut-il faire ? Déporter 5 millions de musulmans français ? Ça, c'était la question d'un journaliste à Éric Zemmour. Qui lui a pas été posée comme ça, elle a été réécrite comme ça. Et Éric Zemmour a répondu « Je sais, c'est irréaliste, mais l'histoire est surprenante. Qui aurait dit en 1940 qu'un million de pieds noirs, 20 ans plus tard, seraient partis d'Algérie pour revenir en France ?» Oui, alors je précise quand même que la question ne lui a pas été posée ainsi. Elle a été réécrite comme ça, mais quand on lui a posé en direct la question... Elle a été posée en italien. Elle a été posée... Oui, mais le journaliste a précisé qu'il n'avait pas employé le terme déporté, déportation, etc. Bon, je pense que c'est important quand même de le préciser. Je veux dire, je ne suis pas forcément en accord sur tout, je l'ai déjà dit avec Éric Zemmour, mais qu'est-ce qu'on va faire demain ? On va mettre en débat sur toutes les chaînes des gens qui pensent tout pareil sur tous les sujets. On va mettre quelqu'un qui est très favorable à l'immigration face à quelqu'un qui est très favorable à l'immigration. On va mettre quelqu'un qui est très favorable à l'Union européenne et à l'euro face à quelqu'un qui est très favorable à l'Union européenne et à l'euro. Donc c'est quoi l'intérêt de cela ? C'est une atteinte à la liberté d'expression pour vous ? C'est en tout cas un très mauvais signal, bien évidemment, pour la liberté d'expression, surtout que ça vienne la semaine où justement le patron des députés socialistes, M. Leroux, a demandé à ce qu'on censure Éric Zemmour à la télévision, à la radio et dans les journaux, et où le ministre de l'Intérieur lui-même, M. Cazeneuve, a appelé quasiment à manifester contre Éric Zemmour. Je trouve que le signal envoyé n'est pas bon du tout. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire quitter-les, obéir aux ordres du pouvoir socialiste ? Ça veut dire qu'il y a une bien-pensance générale, je pense que ça dépasse le cadre largement dit télé, et qui fait qu'on censure ou on auto-censure, et qu'on veut simplement entendre ou faire entendre les mêmes. Je veux dire, c'est quand même extraordinaire cette affaire-là. Il y a il y en a quelques autres, mais quasiment pas d'autres, une voix dissonante dans un océan de conformisme et de bien-pensance, et c'est cette voix-là
qu'on veut exclure des plateaux de télé, de radio et des colonnes des journaux. Enfin, c'est tout à fait hallucinant, tout à fait extraordinaire. On marche sur la tête. Voilà. Alors, moi, je défends un principe dans cette affaire-là, qui est le principe de la liberté d'expression et de la pluralité, du pluralisme du débat. Parce que ça me semble essentiel. Florian Philippot, vous défendez Éric Zemmour. Marine Le Pen lui a également apporté son soutien. C'est tout de même la preuve que Éric Zemmour est plutôt proche du Front National aujourd'hui. S'il a sur certains points des thèses qui sont proches du premier parti de France, c'est pas tout à fait extraordinaire. Ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que cette thèse-là ne soit pas davantage diffusée parmi ceux qu'on voit sur les plateaux de télévision et de radio. Parce que quand on est premier parti de France et qu'on représente aujourd'hui dans les intentions de vote 30% des voix, eh bien, on voit bien que les voix qui s'expriment dans le système médiatique ne représentent pas 30% du total, c'est le moins qu'on puisse dire. Si c'est 1%, c'est beau. Éric Zemmour, il dialogue avec les cadres du Front National ? Je ne sais pas s'il dialogue, il est journaliste, il fait son métier, il rencontre des cadres, bien évidemment, mais comme d'autres journalistes. C'est-à-dire, ça fait partie de la vie politique, médiatique et démocratique normale. Vous lui avez fait des propositions pour être sur les listes ? Non, on ne lui a pas fait de propositions pour être sur des listes, non. Florian Philippot, on va justement revenir un petit peu sur l'actualité du Front National. 1 an d'inéligibilité pour Fabien Engelmann, le maire de Hayange. Notons qu'il a fait appel. Est-ce que c'est tout de même une mauvaise nouvelle pour le Front National ? J'attends de voir ce que dira l'appel. Ce n'est jamais une bonne nouvelle, il n'y a pas de bonne nouvelle là-dedans. Mais je veux dire, qu'il y ait eu une erreur, une faute commise dans les comptes de campagne, probablement, c'est au juge administratif de le dire. De plus de 10% tout de même, a priori. Oui, mais si vous voulez, on parle de 1 500 €. On parle de 1 500 €. Sur un compte de campagne de 12 000 €. Oui, mais c'est un petit compte de campagne. D'ailleurs, il n'a utilisé que 12 000 €. Il avait le droit d'aller jusqu'à 30 000. Donc, ça prouve qu'il n'a pas été dépensier. 1 500 € de tracts dont le chèque de cautionnement n'a pas été signé par la bonne personne, même si ça a été régularisé ensuite par le mandataire financier. Je veux dire, on parle quasiment de rien. On parle de broutilles qui peuvent entraîner une réformation du compte de campagne, voire son non-remboursement peut-être, mais certainement pas, en tout cas vu la jurisprudence, une inéligibilité d'1 an. Je prends un exemple très concret, très récent. Le sénateur maire UMP de Wappy, en Moselle également, M. Gros-Didier, avait aussi eu des problèmes dans ses comptes de campagne. Le rapporteur au tribunal administratif a demandé 3 ans d'inéligibilité, mais il a écopé de 0. Il n'a pas été inéligible. Vous dénoncez une justice politique, en fait. Et je dis qu'il y a un 2 poids 2 mesures, là, pour le coup, évident, écrit. Je veux dire, c'est quasiment écrit, c'est quasiment dit explicitement. C'est un 2 poids 2 mesures. J'espère que ce sera régularisé en appel devant le Conseil d'État et que simplement le droit et rien que le droit s'appliquera en appel. Pour le reste, vous savez, les mairies du Front National font un boulot remarquable. Aucune n'a augmenté les impôts, il y en a même plusieurs qui les ont déjà baissés. C'est pas le cas dans les mairies PS et UMP où on augmente les impôts. Et par ailleurs, par exemple, vous savez, à Béziers, M. Ménard a mis en place une mutuelle pour l'ensemble des habitants qui sont les plus nécessiteux. Je trouve ça formidable et ça non plus, on n'en parle pas beaucoup. Florian Philippot, l'année prochaine, il y a 2 élections, les élections départementales et les élections régionales. Le Front National s'est lancé un défi, celui d'avoir des candidats sur tous les cantons de France pour les élections départementales. Est-ce que vous allez y parvenir ? Oui, c'est d'ailleurs pas le défi principal. Oui, on aura des candidats partout. Mais surtout, on envisage d'avoir les meilleurs scores possibles, de gagner un maximum de cantons, puis lors des régionales qui sont manifestement un petit peu avancées, alors combien justement ? À octobre prochain, de gagner des régions. Combien de cantons justement ? Je peux pas vous dire combien de cantons, c'est très compliqué. Vous n'avez pas fait de prévision encore ? Aujourd'hui, on a un conseiller général, vous voyez. Vous n'avez pas fait de projection encore ? C'est impossible de faire des projections, ça dépend des compétiteurs en face de vous, du contexte politique, puis en plus ce sont de nouveaux cantons redécoupés, donc on n'a pas encore d'expérience électorale sur ces territoires et sur ces nouvelles circonscriptions, mais dans tous les cas, nous sommes en dynamique. Nous sommes le seul parti politique aujourd'hui d'ailleurs en dynamique. Le seul de France à être en dynamique, à attirer sur une offre patriote de plus en plus de Français. En tout cas, il y a 2 autres partis qui ont des objectifs assez importants, c'est l'UMP et le PS. Ils se sont fixés un objectif 500 000 adhérents d'ici 2017. Quel est celui du Front National ? Quel est l'objectif du Front National en termes d'adhérents ? Le Parti socialiste ferait mieux de se fixer comme objectif d'avoir 500 000 électeurs. Ce serait déjà pas mal en 2017. Oh, il les a. Parce que 500 000 adhérents, ou alors ils envisagent, ils marquent une dérive groupusculaire. Ils vont finir par avoir plus d'adhérents que d'électeurs, ce qui est généralement pas bon signe, ça veut dire que vous êtes en dérive groupusculaire. C'est assez drôle. Quel est l'objectif du Front National en termes d'adhérents ? C'est concours ridicule, mais on ne se fixe pas ce genre d'objectif. Nous avons chaque jour davantage d'adhérents que la veille, c'est tout. Et nous battons chaque jour en fait notre record historique. Si les comptes sont remis à zéro en début d'année, c'est plutôt logique. Non, les comptes ne sont pas remis à zéro. Mais nous avons aujourd'hui un nombre conséquent d'adhérents. Vous savez, les réunions publiques du Front National,
pas les méga shows sponsorisés avec des cars et des TGV comme le fait M. Sarkozy entre deux conférences surrémunérées au Qatar. Hein. Je parle pas de cela, mais les réunions publiques classiques du Front National sont celles qui attirent le plus de monde aujourd'hui en France. Florian Philippot, l'année prochaine, ce sont surtout les divisions du PS qui pourraient vous permettre de gagner beaucoup d'élus. Le PS, s'il est divisé, perdrait dès le premier tour à cause du seuil de 12,5% des inscrits. Est-ce que vous comptez sur les divisions du PS pour être élu l'année prochaine ? Alors, je pense que pour perdre, le Parti socialiste n'a pas besoin d'être divisé. Je pense qu'il est aujourd'hui à 13 ou 14% en moyenne nationale des votes. Donc, il est déjà assuré d'être éliminé d'un nombre conséquent de second tour. Mais nous aurons face à nous parfois encore le Parti socialiste, souvent l'UMP en duel. Mais pour moi, ce sont les mêmes. Je ne vois strictement aucune différence, excusez-moi, entre l'UMP et le PS. Je signale même que dans le Nord-Pas-de-Calais comme en Lorraine, des voix de l'UMP dans le Nord-Pas-de-Calais et des voix du PS en Lorraine se sont élevées pour appeler à faire des listes communes UMP-PS dès le premier tour face au Front National. Ce qui prouve qu'ils sont ensemble, qu'ils mènent la même politique et qu'ils maintenant ils veulent même faire des listes communes. C'est un aveu d'échec terrible pour eux. Nicolas Sarkozy veut changer le nom de l'UMP avant les prochaines élections pour que les candidats puissent utiliser la nouvelle marque. Au FN, on en est où du changement de nom ? En fait, il veut échapper à l'UMPS, c'est ça. C'est son seul objectif. Il ne mettra pas de P à la fin. Peut-être qu'il y a eu un certain nombre d'affaires aussi qui ont écorné l'image du parti. Il se rassure, on trouvera toujours un moyen et un autre moyen. Nous avons beaucoup d'imagination pour faire comprendre aux Français ce qui est une évidence qu'ils comprennent de plus en plus, c'est qu'il y a qu'il veut aussi une similarité totale entre le PS et l'UMP. De la mauvaise image du parti dont le parti a bénéficié au cours des dernières années. Monsieur Sarkozy... Non, mais qu'en est-il du changement de nom pour le Front National ? C'est un sujet qui n'est pas d'actualité. Il n'y a pas plus d'actualité qu'il y a un mois sur ce genre de sujet. Et ce qui compte, c'est ce qu'on propose. C'est le fond de nos propositions. Le principal problème de l'UMP aujourd'hui, c'est qu'ils sont très mal à l'aise vis-à-vis de M. Hollande et du PS parce que le PS et M. Hollande font ce que souhaite l'UMP. Quand l'UMP voulait l'augmentation de la TVA, le PS l'a fait. La loi Macron, c'est formidable pour eux. C'est la libéralisation à la sauce européenne, ils adorent. Je veux dire, l'immigration, ce sont les mêmes chiffres sous Sarkozy que sous Hollande. Il suffit de regarder les statistiques du ministère de l'Intérieur. L'Europe, c'est la même. Les transferts de souveraineté sont les mêmes. Voilà, donc c'est ça le vrai problème de fond de l'UMP. Je ne sais pas si c'est ce genre de sujet qu'évoque M. Sarkozy dans ses conférences au Qatar à $100 000, mais il ferait bien d'y réfléchir. Florian Philippot, on n'a plus beaucoup de temps. Juste un mot des photos de Closer vous concernant, publiées il y a 10 jours. Est-ce que vous pensez que c'était une attaque politique ? Non, je ne pense pas que c'était une attaque politique. Je pense que c'est une attaque à visée commerciale. Voilà. Ce sont des journaux de la presse torchon qui veulent faire du fric sur le dos des gens, sans aucune éthique ni aucune morale. Et je pense qu'il faut que ça cesse. Il faut que ces dérives cessent. C'est insupportable. Cette américanisation répugnante de la vie politique française n'est pas digne d'un pays comme la France. Voilà. Le seul qui fait de la politique avec Closer, c'est M. Mélenchon. M. Mélenchon, lui, il considère que Closer, c'est formidable, que c'est un espace de liberté. Eh bien, ça nous prouve bien que c'est un anticapitaliste en peau de lapin. Ça vous a affecté personnellement ? Oui, bien sûr que ça m'a affecté et bien sûr que c'est très désagréable, mais j'ai été touché par les milliers de messages de soutien que j'ai reçus, de tous bords d'ailleurs, ce qui d'abord me touche beaucoup et je remercie tout le monde, et d'autre part, ce qui prouve qu'il y a quand même en France un esprit de résistance vis-à-vis de ces dérives à l'anglo-saxonne pour du fric, bassement pour du fric. Dans un instant, dans le brunch politique, le débat avec Pierre-Yves Bournazel. Le brunch politique Sud Radio. Louis Morin. Le brunch politique en direct avec Florian Philippot et Pierre-Yves Bournazel. Bonjour Pierre-Yves Bournazel. Bonjour. Alors tout à l'heure, on a évoqué avec Florian Philippot très légèrement la loi Macron. On a également évoqué les petites entreprises avec cette réforme des seuils sociaux. Finalement, Pierre-Yves Bournazel, vous êtes favorable à la loi Macron qui est une loi plutôt libérale pour l'économie ? Ça dépend sur quel sujet. D'abord, c'est une loi un peu fourre-tout. On parle de tout et son contraire, et qu'il y a des vrais sujets. Alors, prenons par exemple sur le travail du dimanche. Le travail le dimanche. Par exemple. Moi, je suis pas favorable à la généralisation du travail le dimanche, mais je suis favorable à ce qu'on puisse travailler le dimanche dans des zones touristiques. Pourquoi ? Parce que si les touristes ne consomment pas le dimanche, souvent ils repartent, et c'est de la croissance économique, du développement, de l'emploi perdu pour les zones touristiques. Et je pense notamment à Paris, qui doit être une ville-monde, où Madame Hidalgo fonctionne par démagogie et dogmatisme, et elle refuse le travail le dimanche. Alors, je pose la question à Monsieur Philippot. Êtes-vous favorable à ce qu'on puisse étendre des zones touristiques ? Êtes-vous favorable à ce qu'à Paris, on puisse travailler le dimanche, afin de permettre à Paris d'être une ville compétitive, attractive face aux grandes métropoles comme Londres, par exemple ?
Vous savez, en France, il n'y a pas que Paris d'abord, premièrement. Deuxièmement, il y a déjà dans la loi des possibilités d'extension pour les zones notamment touristiques. Nous étions assez favorables à l'équilibre actuel, c'est-à-dire les 5 dimanches, plus ces extensions possibles pour certaines zones, notamment touristiques. D'abord parce que c'est une question de société et de valeur. Je pense qu'il n'y a pas que des considérations économiques dans ce débat. On n'est pas forcément tous les jours producteur ou consommateur. Et je pense qu'il faut qu'il subsiste un jour, une journée, qu'on ne soit pas dans une société totalement américanisée, où il y a encore une journée où on puisse se consacrer à des activités de loisirs familiales, et peut-être même spirituelles, etc. On pourrait donner la possibilité que cette journée ne soit pas le dimanche. Oui, enfin, c'est pas le chemin qu'on prend à ce moment-là. C'est assez contradictoire avec ce qu'on dit par ailleurs, parce que si on supprime une autre journée de travail, alors on n'aura absolument rien gagné. D'autre part, je regarde ce qui s'est passé, vous savez, en Italie, en Allemagne, ils en reviennent de l'extension du travail le dimanche. Ils sont en train de revenir en arrière parce qu'ils ont constaté que ça n'avait pas créé d'emplois et que ça avait fait augmenter les prix. Parce qu'il faut bien payer davantage les gens qui travaillent le dimanche et parce que ça a des coûts de fonctionnement supplémentaires. Vous n'avez pas plus de consommateurs, par contre, vous avez des coûts de fonctionnement supplémentaires. Alors c'est là et là, l'Italie et l'Allemagne reviennent. Mais je finis juste un point sur la loi Macron plus généralement, parce qu'on l'a pas vraiment abordé. Ce qui me frappe dans la loi Macron, bon, c'est une loi de Bruxelles. Tout vient de Bruxelles, direct. Tout était écrit dans les recommandations de la Commission européenne. Il n'y a rien de Macron là-dedans. Ça vient de Bruxelles. Mais deuxièmement, ce qui me frappe, c'est ce qu'il n'y a pas dedans. Sur les professions réglementées, il y en a une partie qui ne vient pas spécialement de Bruxelles. Si, c'est une vieille recommandation, comme les privatisations. Il est prévu aussi dans cette loi des privatisations. Mais ce qui me frappe, c'est ce qu'il n'y a pas dans cette loi. Il n'y a rien sur le levier monétaire, sur le levier du protectionnisme, il n'y a rien sur l'aide aux PME, il n'y a rien là-dedans. Il n'y a que les lubies de Bruxelles et du grand patronat. Simplement sur le travail de dimanche, pour conclure sur le sujet, moi je ne suis pas favorable à la généralisation, il ne s'agit pas de faire travailler tout le monde le dimanche, il s'agit simplement d'être pragmatique et plein de bon sens. Il y a des besoins, je parle par exemple de Montmartre, dans le 18e arrondissement, qui est mon arrondissement, des commerçants veulent pouvoir travailler le dimanche, simplement ils savent que les touristes qui ne consommeront pas le dimanche dans leur commerce ne consommeront pas ni le lundi ni le mardi parce qu'ils seront repartis. C'est simplement une question de bon sens. Donc il ne s'agit pas de généraliser, il s'agit d'ouvrir des perspectives pour l'économie française. Mais M. Bournazel, vous voyez simplement que vous parlez d'un cas très particulier. Vous parlez de Montmartre. Mais enfin, écoutez, il y a plusieurs zones comme ça à Paris, et Paris est une zone internationale d'ailleurs. Mais vous parlez de points très précis dans la capitale de la France, qui peuvent être réglés, Mais moi, je parle de 65 millions de Français. Vous savez, en France, il n'y a pas que Paris, et il n'y a pas que Montmartre à Paris. Mais ça veut dire qu'il faut être pragmatique. Donc il ne faut pas être dogmatique contre le travail du dimanche. Nous sommes pragmatiques avec ces 5 dimanches. Vous seriez donc favorable à étendre. Nous sommes pragmatiques, mais vous savez que votre limite, c'est sans limite. Non, nous ne sommes pas favorables à l'extension. Dogmatisme. Il faut mettre en place des règles qui protègent. Il n'y a pas de limite dans ce que vous dites. Parce qu'on vous dira, il faut être pragmatique aussi sur la limite du travail journalier. Il faut être pragmatique parce qu'à certains endroits, on devrait pouvoir travailler 16 heures par jour. Il faut être pragmatique parce qu'il faudrait qu'il y ait moins de 5 semaines de congés payés par an. Il faudrait être pragmatique. À Montmartre, il faudrait qu'il n'y ait qu'une seule semaine de congés par an. Vous voyez, c'est caricatural. Ce que vous dites n'est pas pragmatique, au contraire. Je pense que c'est très idéologique. Autre pragmatisme. Êtes-vous pour un contrat unique de travail, ce que demandent les chefs d'entreprise, nos commerçants et nos artisans, pour faciliter leur vie? Est-ce que vous êtes favorable au contrat unique du travail? Non, pas du tout. Vous êtes contre? Je considère que ce serait une précarisation supplémentaire, qu'aujourd'hui, je finis juste ma réponse, aujourd'hui, il y a de fait dans les embauches de salariés un contrat unique, puisque la quasi-totalité des embauches de salariés se font aujourd'hui en CDD. Eh bien, je le regrette, et je pense que la question de l'emploi, c'est recréer les conditions de la création de l'emploi pour nos petites entreprises. Et elles demandent pas ça, les petites entreprises. Elles demandent qu'on les aide sur les taxes, qu'on les aide sur le RSI, qu'on les aide sur les impôts qui doivent être plus progressifs. Et on demande aussi une réindustrialisation de la France. Ben ça suppose de changer de modèle européen. C'est ça le vrai sujet. C'est ça le vrai sujet. S'il vous plaît, juste, on va revenir également à la loi Macron. La loi Macron, c'est également la déréglementation d'un certain nombre de professions, sur notamment les huissiers, les notaires et plus globalement sur un certain nombre de professions du droit. Est-ce que vous y êtes favorable, Pierre-Yves Bournazel? C'est un faux sujet. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ces professions qui posent un problème pour libérer l'économie. Ce qui pose un problème, c'est la fiscalité, c'est les charges sur les entreprises. Ce qui pose problème, c'est lorsque le gouvernement est revenu sur la défiscalisation des heures supplémentaires que M. Sarkozy avait mis en œuvre en 2007. Et j'espère que M. Philippot est favorable au retour de la loi de M. Sarkozy qui permettrait à des ouvriers, à des employés, à des profs de gagner plus et sortir du dogmatisme socialiste. Je poserai la question, par exemple, sur la relance de la construction du logement. Il est temps dans ce pays de relancer la construction du logement. Il manque de logements sociaux, intermédiaires pour les classes moyennes. Il manque de l'accession sociale à la propriété. Il faut des grands projets économiques, politiques et pragmatiques qui relancent l'activité économique et qui permettent à ces Français de sortir l'ornière à nos compatriotes. Alors, M. Bournazel, sur le logement, je vous entends et je suis d'accord avec vous, mais il ne fallait pas que votre parti, en 2003, transpose la directive européenne qui a obligé à loger
tous les demandeurs d'asile, parce que là, il y a un gros problème pour le logement social aujourd'hui en France. Est-ce qu'on manque de logements et ou oui, pas en France? la contradiction de votre discours, c'est que vous êtes tellement soumis à l'Union européenne que tout ce que vous dites soutien aux PME. Mais moi, par exemple, je voudrais qu'on puisse, comme aux États-Unis ou au Canada, leur donner une priorité. Leur donner une priorité dans les marchés publics. Faut être d'accord avec M. Sarkozy pour une fois, c'est pas grave. Je voudrais qu'on puisse leur donner une priorité dans les marchés publics par rapport aux grands groupes. Mais vous savez quoi, c'est interdit par l'Union européenne, par votre Union européenne que vous partagez avec le Parti socialiste. Mais arrêtez, défiscalisation des heures supplémentaires, vous êtes pour ou contre? Ah, j'y suis favorable. D'accord, nous l'avons dit à l'époque. Mais moi, je sais, je regarde pas, je suis pas dogmatique, je regarde le bon et le mauvais, c'est tout ce qui m'intéresse. Mais Monsieur Sarkozy n'a pas aidé les petites entreprises. Monsieur Sarkozy n'a rien fait. N'a rien fait pour l'emploi. Le pouvoir d'achat pour des ouvriers, des employés, des profs qui ont perdu avec Monsieur Hollande. Le pouvoir d'achat n'a jamais baissé autant que depuis Nicolas Sarkozy. Et l'emploi s'est effondré. Pourquoi? Parce qu'il a laissé nos industries partir. Parce qu'il y a une crise financière qui que venue des États-Unis, vous le savez très bien. Monsieur Sarkozy, quand on a aidé le secteur automobile, qu'on a donné 6 milliards d'argent public, vous savez quoi? On a demandé en contrepartie, est-ce que ce soit des PME françaises qui soient aidées? Eh bien, l'Union européenne, une nouvelle fois, a dit non. Ça, c'est votre résultat. Ce qui fait qu'il y a plus de chômage et moins de pouvoir d'achat. Quoi que vous disiez, le reste, c'est de la com. Vous revenez toujours au même discours. Le problème, c'est qu'il y a un certain nombre je suis obligé d'aller de décisions aux sources du problème. En France, et il faut être pragmatique et pas dogmatique et pas toujours promettre des dépenses supplémentaires. On n'arrivera pas à vous mettre d'accord sur le sujet. On va juste dire un mot du chômage. Il est prévu que l'assurance chômage soit réformée, mais pas avant 2016. Elle perd en attendant 4 milliards d'euros par an. Une question simple, est-ce que l'assurance chômage est trop généreuse aujourd'hui? Ça dépend. Pour celles et ceux qui sont en recherche d'emploi et qui font leur job de chômeurs et qui essayent de rechercher un emploi, et l'assurance chômage n'est pas trop élevée. En revanche, ceux qui veulent profiter d'un système et qui ne veulent pas revenir sur le marché de l'emploi, cela ne doit pas être considéré de la même façon. De manière générale, je le dis, pourquoi je suis favorable au contrat unique de travail? Parce que c'est pour simplifier la vie des chefs d'entreprise qui auront plus de confiance pour embaucher, parce qu'ils sauront effectivement qu'ils pourront débaucher plus facilement, mais en contrepartie de quoi? On donnerait un droit nouveau aux salariés, c'est le droit de la formation tout au long de la vie. Car il n'y a pas de fatalité. S'il n'y a pas de carnet de commande, Monsieur Bournazel, s'il n'y a pas de commande, ça ne sert à rien. C'est ça le problème. Je vous écoute jusqu'au bout. Sur la question de l'assurance chômage plus précisément, Florian Philippot, vous êtes pour une réforme? Non, son coût est trop élevé d'abord parce qu'il y a trop de chômeurs indemnisés, parce qu'il y a trop de chômage. Il faut quand même revenir à l'essentiel. Il y a beaucoup trop de chômage en France, plus de 5 millions si on prend toutes les catégories. Comment vous créez l'emploi, vous? On a parlé pendant 1 heure sur la politique économique et la politique européenne. Comment vous aidez et la politique européenne. En revanche, je vous dis, c'est pas l'Europe là. Il faut par exemple, si on doit qu'on lutte contre les profiteurs, qu'on lutte par exemple contre les trains de vie suspects dans certains quartiers. Moi, je suis très frappé que on considère que les gens qui n'ont que les minima sociaux mais qui roulent en berline et qui ont un train de vie qu'on ne comprend pas soient pas plus inquiétés. Ça, c'est choquant pour ceux qui travaillent. C'est choquant pour ceux qui travaillent dur et qui gagnent peu. Et ça, j'aimerais que cette politique soit mise en place parce que l'UMP l'a pas fait, le PS ne le fait pas non plus. Et vous le faites pas dans les villes que vous dirigez. Et concernant les PME, ce que vous dites, mais écoutez, moi, c'est concernant les abus. Ce que me disent d'abord les chefs d'entreprise, c'est qu'on a des problèmes de trésorerie. Par exemple, il faudrait que les assurances dédommagent plus rapidement. Ça serait une mesure concrète quand il y a un sinistre. Oui, mais ils sont favorables à un contrat unique de travail. Il faudrait que les banques leur prêtent. Ça, c'est un vrai problème aujourd'hui. Et puis, il faudrait qu'il y ait des commandes. Quand il n'y a pas de commandes, vous pouvez faire ce que vous voulez. Oui. Vous pouvez tout précariser. Vous pouvez mettre à 1 euro de l'heure le salaire minimum. Vous pouvez faire travailler les gens 18 heures par jour. Quand il n'y a pas de commandes, alors l'entreprise ne s'en sort pas. Non, alors moi je considère qu'aujourd'hui il y a des verrous à faire sauter dans le droit social. Il faut simplifier le code du travail qui est trop compliqué pour les chefs d'entreprise. Parce qu'on n'a vraiment plus beaucoup de temps. Oui, et il faut absolument libéraliser notre économie, permettre de faire confiance aujourd'hui aux chefs d'entreprise, aux artisans, aux commerçants qui sont capables de créer de l'emploi. Ça passe par la formation professionnelle et moi je propose une formation tout au long de la vie. Lorsque vous êtes licencié, au lieu de vous payer à ne rien faire, on vous paye une formation, une requalification, notamment sur les métiers de demain et d'après-demain, car il faut que la France innove et aille vers les métiers du numérique, des technologies dans à condition qu'on développe un secteur dans ce domaine-là. Et il faut le faire. Oui, mais ça suppose d'avoir des leviers pour le faire et non pas qu'on soit passif. Et nous le ferons. Florian Philippot, Pierre-Yves Bournazel, merci.